Et la chute continue chez Disney entre actions déclassées et une perte de près de 1 milliard de dollars sur leur dernière production, entre autres. On voit ça ensemble. Et rien ne va plus pour la maison de Mickey, visiblement. La chute continue en tous les cas, petit café les copains. Alors ici, on va commencer avec un article qui nous parle de la bourse. Alors c'est un sujet un petit peu particulier, la bourse. C'est un petit peu chiant, faut bien le reconnaître pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas les chiffres. Mais c'est lourd d'enseignements, il y a pas mal de choses très intéressantes à en tirer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des classements comme ça d'actions pour une société telle que Disney, eh bien forcément, il y a une explication, le pourquoi du comment, qui est donnée par les analystes. Et dans ce qu'ils donnent comme explication, eh bien certaines viennent tordre certaines vérités justement qui avaient été assénées par l'ami Bobby. Pour les intimes, Bob Iger, le PDG de Disney ces derniers temps, vous allez voir ça, va se rendre compte que les vérités qu'il nous a données n'étaient pas si vraies que ça. C'était pas tellement des vérités vraies. Souvenez-vous d'ailleurs, lors de dernière déclaration trimestrielle du chiffre d'affaires de Disney qu'on avait vu ensemble, Bob Iger nous expliquait qu'il venait donc juste de mettre en place l'augmentation tarifaire pour la plateforme de streaming Disney+ aux États-Unis, et que ça fonctionnait extrêmement bien, disait-il. Il disait même qu'il avait réussi à consolider une base de fans solide autour de Disney aux États-Unis, puisqu'il se vantait que les Américains ne se soient pas désabonnés, et mieux, il nous disait qu'il avait davantage maintenant d'abonnés qu'auparavant. Donc on va voir, parce que déjà à cette époque-là, quand il avait dit ça, j'avais dit, il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs tout de suite. La mise en place de cette action venait juste d'être faite. Il fallait peut-être attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour vraiment avoir un retour concernant les consommateurs et le grand public pour savoir comment ils allaient vraiment accepter cette fameuse augmentation tarifaire. Et bien maintenant, les 1, 2, 3 mois sont passés, on a le retour. Et on peut constater maintenant ce qu'il en est vraiment. Et lorsqu'à l'époque il chantait, eh bien, ou plutôt il sonnait déjà les trompettes de la victoire quant à cette augmentation tarifaire, et bien maintenant on va se rendre compte que cette trompette, il peut se la carrer où il veut, où il veut, mais c'est pas si fabuleux que ça, vous allez voir ça. On a le retour maintenant sur toute cette histoire. Et puis on ira voir un autre article qui est fort intéressant aussi, qui nous explique que Walt Disney a perdu près de 900 millions de dollars sur les 8 derniers films. Et 900 millions, c'est énorme, c'est près d'1 milliard déjà, mais en réalité on va se rendre compte qu'en vrai c'est plus. C'est plus qu'1 milliard, alors je vous expliquerai pourquoi, mais on va rester sur les 900 millions parce que de toute façon c'est déjà évidemment énorme. Et donc on nous dit, l'action Disney déclassée par rapport au streaming, la croissance des parcs à thème craint. Et là, premier enseignement très intéressant pour ceux qui suivent la chaîne et qui suivent le dossier ici, eh bien on avait pu constater dans les dernières déclarations de Disney, de Bob Iger, et notamment la dernière déclaration trimestrielle, que Disney s'appuyait beaucoup sur les parcs à thème pour essayer de garder la tête hors de l'eau, pour avoir le nez juste au-dessus de la surface et pour dire de respirer un peu et générer un petit profit, un petit chiffre positif, on va dire. Eh bien on se rend compte maintenant que les parcs à thème ne fonctionnent plus très bien du tout. J'avais déjà commencé à l'évoquer dans une des précédentes vidéos. J'avais dit que, vu ce que je pouvais lire ici et là, eh bien, il semblerait que les parcs à thème vacillent. Et bien maintenant, on en a la constatation ici avec les analystes. Et alors, c'est très intéressant pour moi qui suis ici sur le continent asiatique, puisque ici, les spécialistes déjà le disaient depuis plusieurs mois, que sur le continent asiatique, les parcs à thème ne fonctionnaient plus du tout. Et je me demandais si la tendance que je pouvais constater ici, qui était juste une tendance continentale, allait s'avérer une tendance internationale, si le reste du monde allait suivre. Eh bien, il semblerait que oui. Le reste du monde, quelque part, a suivi cette fameuse tendance asiatique, et du coup, ça va de plus en plus mal, vraiment. On peut le dire maintenant clairement pour Disney. Donc les analystes de K-Bank ont abaissé mercredi la note de Disney de surpondération à pondération sectorielle, entraînant la chute du cours de son action. L'action de Disney a été déclassée cette semaine par la société de conseil en investissement K-Bank Capital Markets, par crainte d'un ralentissement de la croissance de ses services de streaming Disney+ et Hulu, et d'une baisse de la fréquentation de ces parcs à thème, selon des informations. Donc, la baisse de la fréquentation, selon les analystes, elle est
acté complètement. Et là, une autre information qui est très intéressante, c'est qu'il nous parle donc des services streaming Disney+ et Hulu. Et là aussi, souvenez-vous des dernières déclarations de Bob Iger, qui nous expliquait que Hulu fonctionnait du feu de Dieu, il nous disait ça il y a 2-3 mois de ça, et qu'ils allaient justement s'appuyer dessus pour essayer de redorer quelque part l'image de la plateforme Disney+, plateforme de streaming, dans les mois qui allaient suivre, donc dans les 2-3 mois qui allaient suivre. Nous y sommes dans ces fameux 2-3 mois, et il semblerait aussi ici que les analystes n'ont pas ce même enthousiasme, en tous les cas en ce qui concerne ce fameux Hulu, qui, même si sans doute fonctionne-t-il pour sa partie quelque part, n'est visiblement pas suffisamment puissant en tous les cas, pour vraiment s'appuyer dessus. Et là, ils nous disent justement, bien que Disney semble moins cher par rapport à sa moyenne historique, nous pensons que l'action ne fonctionnera probablement pas tant qu'un certain nombre d'éléments ne seront pas résolus, a déclaré mercredi les analystes dirigés par Brandon Nispel, selon Barron's. Brandon, ça me dit quelque chose, Brandon? Ah, mais Brandon, oui, Brandon de Beverly Hills, ah ouais. Il avait une sœur aussi, c'était comment sa sœur Ah, mais c'était Brenda, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient pas été bien loin, cherchaient bien loin. C'était Brandon et Brenda. Bref, on s'en fout. Mais là, hyper important, hyper intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que donc l'action ne fonctionnera probablement pas tant qu'un certain nombre d'éléments ne seront pas résolus au sein de la société. Et là, c'est quand même évidemment fort intéressant, puisque oui, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être résolus, de problèmes qui doivent être résolus au sein de la société, et notamment, évidemment, ce virage idéologique woke qu'ils ont pris ces derniers temps, qui les ont mis complètement aujourd'hui dans la situation dans laquelle ils se trouvent, puisqu'il y a un désamour complet de la part des consommateurs et du grand public en règle générale. Maintenant, c'est acté, tout le monde le sait que c'est à cause de ça, et s'ils ne font pas un changement radical à 180 degrés, évidemment, ça risque d'être très compliqué pour eux. Mais même s'ils le font aujourd'hui, moi, je me dis qu'à court ou moyen terme, de toute façon, c'est déjà foutu quelque part pour eux, tant le mal est déjà fait quelque part. Et ça restera dans les esprits du grand public pendant un moment, et s'ils veulent vraiment redorer la marque, d'abord, il y a le virage à 180 degrés à faire concernant cette idéologie woke, ça c'est certain, mais surtout, il va falloir vraiment, sur un long terme, qu'ils bossent réellement, et qu'ils bossent bien, pour essayer de récupérer le public qu'ils ont perdu. Mais il y a de toute façon, en plus, il y a une espèce de boycott qui est en train de se faire, mais sur un plan international d'ailleurs, et alors encore pire aux États-Unis. C'est presque là le plus grave pour eux, c'est que maintenant, évidemment, aux États-Unis, ça commence à se voir aussi, beaucoup. Avant, c'était que certains pays dans le monde qui s'amusaient justement à appeler racistes, souvenez-vous, les Asiatiques notamment. Mais maintenant aussi, ça se constate aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je dis le désamour est quand même assez important. À mon avis, sur un court ou moyen terme, de toute façon, c'est baisé. Il faut viser sur du long terme, vraiment, et bosser, et surtout dégager cette idéologie à la con, parce que les gens n'en veulent pas. Eh oui. Les analystes de K-Bank ont abaissé mercredi la note de Disney de surpondération à pondération sectorielle, entraînant la chute des cours de l'action. La principale préoccupation des analystes comprenait la lenteur de la croissance des abonnés à Disney+ et Hulu. Un prix peut-être trop élevé pour le nouveau service de streaming ESPN. Une faible fréquentation des parcs à thème par rapport aux attentes de l'entreprise étant trop ambitieuse quant aux bénéfices de la distribution de contenu et la baisse des actions l'année dernière avec une configuration financière similaire cette année a rapporté le point de vente. Et là, évidemment, enseignement hyper intéressant, c'est que les analystes nous disent quoi? Que l'impact de cette hausse de tarifs pour le service de streaming a eu un impact négatif en réalité, et que non seulement ils n'ont pas gagné d'abonnés comme l'avait dit l'ami Bob Iger, mais ça a en plus, visiblement, nous disent-ils ici, complètement compliqué les choses, et la croissance de la plateforme de streaming s'en est vue impactée. Donc là, c'est quand même très intéressant, parce que cette fameuse trompette de la victoire que nous chantait Bob Iger, eh bien, on se rend compte ici, les analystes, eux, ils s'en foutent, c'est pas des idéologues, c'est des mecs qui comptent, il y a que les chiffres qui comptent et qui marchent pour eux, donc eux, ils te disent, bah non, en fait, ça fonctionne pas, et c'est sans doute parce que c'est trop cher, en vérité, par rapport à ce que tu proposes. D'ailleurs, il détaille un petit peu plus après. Depuis son sommet de près de 200$, fin de 2021, l'action de Disney a fortement chuté, se terminant vendredi à 89,28$. Nous préférons nous retirer, reconnaissant une incertitude significative, et attendre d'autres catalyseurs
car l'achat de la baisse a été une transaction perdante, a déclaré Nispel dans une note client mercredi selon CNBC. K-Bank a noté que Disney devrait probablement augmenter les prix pour les clients actuels de Disney+ et Hulu et concevoir des stratégies pour conserver ces mêmes clients comme un système à plusieurs niveaux pour ceux qui souhaiteraient payer moins. Alors, là, du coup, on peut se dire c'est incompréhensible. Juste avant, ils disent que l'augmentation des prix, des tarifs, a eu un impact négatif sur justement comment je pourrais dire, la croissance de la plateforme de streaming. Et aujourd'hui, ils disent que Disney devrait quand même avoir une stratégie sur laquelle il devrait augmenter les prix de cette plateforme de streaming. Alors c'est normal qu'ils disent ça, parce qu'en réalité, cette mesure aujourd'hui, elle n'a été surtout faite qu'aux États-Unis et dans l'Amérique du Nord, mais évidemment, Disney a sans doute pour objectif d'augmenter ses tarifs partout dans le monde. Et c'est de cela, en fait, que parlent les analystes. Hein. C'est quand ils disent ça, ils parlent justement du reste du monde, pas forcément sur le plan national. Sur le plan national, justement, l'impact est déjà négatif. Hein. Donc ceci explique cela. Par contre, ce qui est fort intéressant, c'est ce qu'ils disent derrière, dans ce qu'ils préconisent justement pour Disney. Ils leur préconisent une stratégie pour conserver leurs clients. C'est-à-dire qu'ils leur demandent même plus une stratégie pour essayer d'obtenir de nouveaux abonnés, tant ils se disent que ce serait trop demandé à la société et qu'aujourd'hui, en réalité, ils devraient se concentrer pour essayer d'endiguer cette hémorragie, de la stopper complètement, hein, plutôt que d'essayer de miser sur une stratégie qui leur ferait revenir des clients. C'est quand même assez intéressant. Les sorties en salle comme La Petite Sirène font également face à un public plus restreint dans les cinémas, ont déclaré les analystes, selon CNBC. Alors maintenant, on a la confirmation donc, hein, que La Petite Sirène est un flop. Sur un plan financier, ici, les analystes nous le disent. Faut savoir, ce qui est très intéressant avec La Petite Sirène, c'est un cas typique de Disney. C'est-à-dire que dès le début, quand il est sorti, on a eu plein de chiffres. On a été abreuvé de plein de chiffres. Les médias mainstream nous balançaient plein de chiffres. Oh, c'est génial, c'est extraordinaire, machin, etc. Et dès qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était un flop, la communication autour de la production s'est vue complètement freinée, complètement restreinte, et aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des vrais chiffres sur ce qu'a généré, ce qu'a coûté d'abord La Petite Sirène dans sa globalité, marketing inclus, et ce qu'a généré réellement aujourd'hui comme bénéfice ce film à l'international. C'est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui, maintenant qu'évidemment, on s'avance beaucoup plus sur un flop, et ici, en vrai, c'est ce que les analystes nous disent, hein. Mais c'est un cas vraiment typique de chez Disney. Systématiquement, ça se passe comme ça. C'est assez incroyable. Enfin bref. Les analystes ont également noté que si la demande de sport sur la télévision par câble reste élevée, les clients ne montrent pas encore la volonté de payer un service streaming ESPN selon CNBC. Donc encore une fois, hein, on l'avait vu d'abord dans d'autres analyses hein, qu'on avait pu lire ensemble. C'est bien le sport qui permet encore à Disney d'exister, parce qu'on peut même pas dire d'être productif puisqu'ils ne le sont pas. Mais en tous les cas, leur service de streaming ESPN, lui, ne convient pas visiblement aux consommateurs et au grand public. L'augmentation de la fréquentation des parcs à thème à Disneyland lors de la célébration de son 100e anniversaire cette année a également été considérée comme une contraction par rapport à la fréquentation de la célébration du 50e anniversaire de Disney World de 2021 au début de cette année, et K-Bank a déclaré que ces réalités n'étaient pas incluses dans l'entreprise et aux attentes pour les parcs. Donc ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'il y a eu donc l'événement du 100e anniversaire qui a fait venir un afflux de personnes dans les parcs à thème de chez Disney, mais que même cet afflux en fait est à relativiser par rapport au 50e anniversaire qui lui avait bien mieux fonctionné, et que quoi qu'il en soit, puisque ce n'est qu'un événement, il ne peut pas être compté dans l'exercice annuel, donc sur la durée, et sur ce que produisent réellement les parcs en dehors justement des événements. Bien que Disney, eux, vont le compter, mais en tous les cas, les analystes, eux, pour eux, ils s'appuieront pas là-dessus. Alors, Nispel a prédit une décélération de revenus entre le 3e et le 4e trimestre, malgré les attentes haussières de Disney. Et là, si c'est vrai, ça va faire très très mal. Là, si c'est vrai, ça va faire très très mal, parce que même Iger, à mon avis, commence vraiment à être sur un siège éjectable, parce que ça fait déjà 2 trimestres consécutifs où ça va très très mal chez Disney. Souvenez-vous, il avait dit que dans le prochain trimestre, ça allait très bien se passer, il allait récupérer de l'argent, etc. Eux, ils disent que ça va être encore pire. Il y a une décélération des revenus qui va se faire dans le 3e et 4e trimestre.
pour l'entreprise, ça c'est les analystes qui nous disent ça, et si c'est vrai, c'est chaud. Donc voilà déjà ce qu'on pouvait voir sur la bourse chez Disney, et les fameuses informations comme ça qu'on a pu en tirer, qui sont vraiment très intéressantes et qui évidemment tordent le cou à certaines vérités qui s'avèrent du coup être des garlousettes de la part de l'ami Bob Iger. Alors Walt Disney, donc on nous disait, a perdu près de 900 millions de dollars sur les 8 derniers films. Alors, pourquoi j'avais dit qu'en réalité c'est plus de 1 milliard de dollars qu'ils ont perdu? Parce que beaucoup des productions de Disney ne disent pas tout. C'est-à-dire que par exemple, une production qui leur aura coûté 250 millions de dollars, parfois en fait elle aura coûté 300 millions de dollars. Si on compte vraiment tout ce qui englobe les frais qu'a pu engendrer cette même production. Mais donc on a des chiffres, on se base sur les chiffres qui nous sont donnés, 250 millions de dollars, mais on l'avait vu notamment pour The Flash. The Flash, c'était je sais plus combien, 220, un truc comme ça, millions de dollars. Je sais plus c'était combien exactement, mais c'était dans ces eaux-là, entre 220 et 250 millions de dollars. Mais en réalité, on s'était aperçu qu'en faisant les comptes vraiment, on était à au-delà de 300 millions de dollars qui avaient été dépensés. Donc ça, c'est quand tu rentres vraiment dans les détails et que tu fais les comptes, donc tu te rendrais compte en réalité qu'ils ont perdu de plus de 1 milliard de dollars en vrai. Mais restons sur les chiffres qui sont donnés officiellement comme ça par Disney, hors promotion, hors tout ça, et rien que là, on est déjà sur du 900 millions de dollars de pertes sur les 8 derniers films de Disney. Donc près d'1 milliard, quoi. Un analyste bien connu du box-office cinématographique estime qu'au cours des 12 derniers mois, Disney, dont l'agenda woke l'a mis en désaccord avec une grande partie du grand public, a perdu près de 900 millions de dollars sur ses 8 dernières sorties. L'analyste financier de YouTube, Valiant Renegade, a mesuré les performances de Lightyear, Thor Love and Thunder, Strange World, Black Panther Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp Quantumania, Gardiens de la Galaxie volume 3, La Petite Sirène et Élémentaire. Les 2 derniers films sont toujours à l'affiche dans les salles. Donc La Petite Sirène comptant évidemment, une fois de plus, dans ce fameux flop, de la liste de flops des dernières productions de Disney, et surtout c'est sans doute celui qui a coûté le plus cher à Disney. Mais là de toute façon vous allez aussi avoir, il y a Indiana Jones. Ah, visiblement ça se passe pas très bien non plus. Là. On verra, de toute façon on fera des vidéos là-dessus, mais visiblement ça se passe pas très bien. L'analyste a comparé les performances des films et leur budget marketing au cours des 12 derniers mois et au retour sur investissement de Disney en utilisant les budgets stipulés d'endroits comme The Numbers et en laissant de côté les coûts associés au dépassement de production et aux reprises. Donc voilà. Il laisse de côté donc les coûts associés au dépassement de production, etc. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Il a noté que le budget de production des 8 films s'élevait à 1 735 millions, tandis que les impressions et publicités mondiales s'élèveraient à 1,15 milliard supplémentaires. Ainsi, il a estimé que les coûts totaux s'élèveraient à 2 750 millions, reconnaissant qu'il était probablement en train de réduire cela dans quelques cas, ce qui favorise Disney. C'est-à-dire qu'il a pris au plus bas. Il n'a pas pris justement les tendances qui seraient au plus haut, et ce qui en règle générale sera plutôt les vrais. Lui, il a essayé d'être plutôt gentil dans les chiffres qu'il a calculés pour ne pas justement alourdir la facture. Valiant Renegade a souligné qu'à partir des locations de box-office, l'argent que le cinéma rembourse aux distributeurs, Disney prendrait 55% de ventes au box-office au niveau national, 43% à l'international et 25% de leurs films sortis en Chine. Donc ça, c'est très intéressant, c'est ce que Disney récupère sur, justement, quand ils sortent des films. On le voit ici, donc, dans les salles. 55% ils prennent aux États-Unis, ils prennent 43% en international et 25% en Chine. Évidemment, tout ça, c'est à mesurer avec les chiffres à chaque fois qu'on nous sort, et on se rend compte, du coup, à quel point un film comme La Petite Sirène est un échec complet, et pourquoi, justement, il va atteindre le milliard pour vraiment s'en sortir. Ce qu'il n'a évidemment pas atteint jusqu'à aujourd'hui. Il a souligné que les chiffres du box-office peuvent être trompeurs, car ils ne tiennent pas en compte les dépenses du studio et distributeur pour produire et commercialiser les films. Un exemple, Gardiens de la Galaxie Volume 3 a remporté 345,6 millions de dollars sur le marché intérieur, tout en rapportant environ 190 millions de dollars à Disney, 385 millions de dollars à l'international, tout en rapportant environ 165 millions de dollars et 80 millions de dollars à la Chine, tout en rapportant environ 22,5 millions de dollars. Et là, on se rend compte pourquoi aussi c'est important à chaque fois pour Disney de bien marcher, surtout sur un plan national et international, après évidemment, mais surtout sur un plan national, puisque c'est là où ils gagnent le plus, en réalité.
il est estimé que pour les 8 films, le retour totaux de Disney se levait à 1,861 milliards de dollars, ce qui signifierait que pour les 8 films, ils ont subi une perte de 890 millions de dollars. Il a souligné que ces chiffres n'incluaient pas les coûts d'opportunité économique que Disney avait en refusant de concéder ses films sous licence à d'autres services et sociétés de streaming. Disney consomme tout son propre contenu après la sortie en salle, a expliqué Valiant Renegade. Cela signifie que Disney, qui avait l'habitude de concéder sous licence son gros contenu, comme l'ensemble du MCU, à des endroits comme Netflix pendant des années, ce sont des milliards de dollars de contrats avec des tiers qui ont maintenant été retirés de la table. C'est-à-dire que, en voulant conserver uniquement l'exclusivité de leur licence et la mettre après sur leur plateforme de streaming Disney+, évidemment, Disney s'est privé de pouvoir la diffuser et la négocier sur d'autres plateformes de streaming, ce qui leur aurait permis peut-être, et c'est même certain d'ailleurs, d'engranger plutôt de l'argent, plus d'argent à côté. Mais en se concentrant sur cette stratégie de Disney+, eh bien, ils se sont mis une balle dans le pied, d'autant qu'en plus, déjà, vu la qualité des productions, vu l'orientation idéologique, et vu ce qui se passe aussi en orientation idéologique sur la plateforme de streaming Disney+, les gens désertent la plateforme, et donc, évidemment, ça sert à rien de proposer un produit à personne, puisque quelque part, personne ne les regarde sur la plateforme. J'exagère un petit peu, il y a des gens qui regardent sur la plateforme de streaming, mais, en tous les cas, sur un public assez restreint, dirons-nous. Alors donc, non seulement devons-nous considérer combien l'argent de Disney a perdu au box-office, nous devons également considérer combien d'argent Disney a perdu en coût d'opportunité économique, a-t-il poursuivi. Vous voyez, c'est combien d'argent ils auraient pu gagner s'ils avaient effectivement pris ces films et les avaient licenciés à Netflix ou Amazon Prime, ou même similaire avec ce que Universal fait avec un split pay one window. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Alors si Disney venait de conclure un accord de type Universal avec ses deux principaux streamers, Disney aurait beaucoup plus d'argent dans ses poches, mais ils ont choisi de tout garder à la maison pour soutenir Disney+. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire, mais en réalité, donc, ils ont perdu plus d'1 milliard de dollars en vrai, on va se concentrer sur les 900 millions, mais en vrai, c'est plus de 1 milliard de dollars qu'ils ont perdu sur les 8 dernières productions Disney, donc c'est énorme. Cumulé avec le premier article qu'on venait de voir, les actions qui se font déclasser, les parcs à thème qui commencent à se casser la gueule, les augmentations de prix aux États-Unis qui en réalité se trouvent être un impact négatif pour la société. On peut dire clairement que tout va mal actuellement chez Disney et que si, évidemment, ils ne redressent pas la barre, s'ils ne changent pas de braquet, s'ils ne changent pas, s'ils ne font pas un virage à 180 degrés vraiment pour arrêter cette idéologie woke, eh bien, l'entreprise, en tous les cas, actuellement court à sa perte et à mon avis, le siège de Bob Iger devient de plus en plus un siège éjectable, c'est une évidence. Mon avis à moi, de toute façon, sur un plan marketing, et là c'est un petit peu plus mon métier, c'est de dire que de toute façon, moi je pense que dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, ils peuvent pas se baser sur un court ou sur un moyen terme, mais uniquement sur un long terme. Maintenant c'est baisé, il faut vraiment réussir à redresser la barre, c'est-à-dire montrer des gages au grand public, et pas que un, il va en falloir beaucoup de gages pour que les gens puissent recommencer à avoir confiance en la marque. Ici la marque a été fortement entachée, fortement écornée, les gens ont perdu l'affection qu'ils avaient pour la marque. Aux États-Unis, beaucoup parlent justement de cette marque Disney comme un espèce de prédateur pour enfants qui propose de plus en plus de contenu avec des orientations sexuelles, etc. pour des publics qui sont très 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 jeunes. Et donc forcément, ça passe très mal auprès du grand public. Et ce qu'on avait pu déjà constater par le passé, qui était une tendance, a fini par vraiment être quelque chose qui a été suivi de plus en plus là-bas. Et d'ailleurs, ils ont même perdu maintenant, en Amérique du Nord, ils ont perdu dernièrement 300 000 abonnés sur la plateforme de streaming, donc c'est énorme, et surtout, c'est des endroits où ils pensaient ne perdre jamais d'abonnés, et les gens commencent à en avoir marre et à se rebeller et à le dire tout simplement. Donc c'est vrai que sur un court ou moyen terme, pour moi déjà c'est foutu. Il leur faudra vraiment du temps, du travail, du bon travail, arrêter l'idéologie politique, refaire du divertissement comme ils savaient le faire, tout simplement, c'est-à-dire faire rêver les enfants et arrêter de leur faire peur, tout simplement, ou d'essayer de les conditionner à des orientations sexuelles ou que sais-je encore, de jouer les prédateurs malsains quelque part, toute cette orientation idéologique, le racisme aussi, qui est bien empreint de cette idéologie woke, qu'ils cessent tout ça et qu'ils envoient des gages de confiance à leurs consommateurs et à leur grand public. Et
comme je le dis, il faut que ça se fasse vraiment sur la durée, parce que les gens ont la dent dure, en règle générale, surtout aux États-Unis, avec ce qui s'est passé dernièrement, et puis même plus globalement en international, dans le reste du monde, la marque est de plus en plus mal vue. On avait vu la dernière fois, notamment aussi aux États-Unis, le classement 77e dans les marques les plus détestées aux États-Unis. Enfin, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Et je pense aussi que... D'abord, je serais curieux de voir ce que Bob Iger il va nous chanter comme chanson prochainement, parce que là, tout ce que lui, il avait chanté, dont il avait chanté les louanges, tout ce qu'il avait dit, en fait, c'est complètement cassé la gueule face à ce que les analystes nous disent aujourd'hui. Donc, je suis curieux vraiment de voir ce qu'il va dire. Mais de toute façon... Je pense qu'il continuera à nous raconter des conneries, l'ami Bobby. Et puis je le vois pas changer, je les vois pas changer, ces gens-là. C'est ça, en fait, tant qu'ils n'auront pas fait vraiment le ménage, tant que les actionnaires n'auront pas fait le ménage vraiment au sein de l'entreprise, avec toute cette idéologie woke, qui, fort heureusement, quelque part, perd du terrain de plus en plus aux États-Unis ces derniers temps, mais tant qu'ils n'auront pas fait le ménage globalement dans l'entreprise, ça continuera à décélérer et à avoir des mauvais chiffres. Pour moi, c'est assez évident. Et Bob Iger en fait évidemment partie, puisqu'il en est l'investigateur, l'initiateur, quelque part, de cette propagande woke chez Disney. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, fort intéressant. On continue à suivre toujours ce dossier, ce fameux dossier Disney. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et les Discords de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et encore une fois, sujet ô combien passionnant. Et attention, on va savoir pour Indiana Jones. Ah, ça se passe pas bien. Je peux vous le dire déjà. Au niveau des chiffres qu'on a, ça se passe vraiment pas bien. Bref, et que la force soit avec vous.